Écoutez-moi tous attentivement. Vous avez un découvert à la banque. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Vous devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Au téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Maintenant, allons lancer cette putain de valeur sur le marché. Quand on pense au Loup de Wall Street, on pense souvent à l'argent, aux excès et aux scènes complètement folles du film. Pourtant, derrière cette histoire devenue culte se cache surtout une gigantesque affaire pénale. Escroquerie, fraude, blanchiment, stup. Cette histoire, c'est celle de Jordan Belfort. Courtier, homme d'affaires, auteur d'un best-seller, il est connu pour avoir monté une grande escroquerie, une entreprise nommée Stratton Oakmont, avec laquelle il a escroqué un grand nombre de personnes en les manipulant pour les faire investir en bourse des sommes colossales dans des actions qui ne valaient rien. La vie de cet homme a été adaptée au cinéma par le brillant Martin Scorsese avec, dans le rôle principal, Leonardo DiCaprio. Le Loup de Wall Street est un film américain sorti en 2013, inspiré de la véritable histoire de Jordan Belfort, c'est-à-dire son ascension financière corrélée à sa chute morale. Si certains ont pu considérer que ce film est une apologie du vice, il est évident qu'au contraire, il en est une critique. Mais avant d'entrer dans l'analyse du dossier pénal de Jordan Belfort, il faut savoir à qui nous avons affaire. Qui est Jordan Belfort et quel mal a-t-il réellement commis ? L'histoire débute à New York. Dans les années 80, Jordan, jeune homme ambitieux, rêve de s'enrichir dans la finance. Il décroche un poste dans une grande société de courtage à Wall Street où il découvre cet univers ultra compétitif, dominé par l'argent et qui le fait rêver instantanément. Son premier mentor, Mark Hanna, lui explique que le monde de la bourse repose surtout sur la manipulation et l'illusion. C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, y a rien de réel. Il lui explique que pour tenir dans ce milieu, les traders consomment des stupes et autres plaisirs. Jordan est fasciné, mais la déception va vite s'emparer de lui, car suite au krach boursier de 1987, il perd son emploi. Après son licenciement, Jordan travaille dans une petite société de courtage spécialisée dans les penny stocks, des actions de très faible valeur, souvent douteuses. Il découvre alors quelque chose d'essentiel qui va influer sur la suite du récit. Les actions rapportent 50% de commission aux vendeurs. Les clients ne comprennent rien au marché financier et il est possible de vendre n'importe quoi à n'importe qui avec un discours bien rodé. Jordan devient alors extrêmement performant au téléphone et développe une méthode de vente qui vise à persuader son interlocuteur. Il rencontre ensuite Donny Azoff, qui le remarque pour sa belle voiture. Jordan découvre que son voisin de palier est tout aussi ambitieux et déjanté que lui. Ils vont créer leur propre société de courtage. Jordan fonde Stratton Oakmont, une entreprise qui ressemble à une société de finance classique, mais qui fonctionne en réalité comme une gigantesque machine à arnaquer des investisseurs. Le principe est simple. Les courtiers appellent des gens pour les pousser à acheter des actions sans valeur. Les prix montent artificiellement, les actions sont alors revendues lorsqu'elles atteignent leur sommet, et ils prennent leur commission, et les clients perdent tout leur argent. Cette technique s'appelle le pump and dump. Jordan recrute des jeunes vendeurs à qui il apprend des techniques de manipulation psychologique très efficaces. À mesure que sa fortune grandit, Jordan s'enfonce dans un mode de vie de plus en plus fou. Fêtes démesurées, consommations diverses, moments de plaisir illégaux, orgies, etc. Jordan devient addict aux substances et perd le contrôle de lui-même. L'ambiance à la boîte est complètement folle. La réunion du lundi matin, c'est pas la réunion avec Martine de la Conta qui raconte des potins sur Francis à la machine à café. C'est un topo de Jordan qui motive ses troupes comme des guerriers. Il devient pour eux une sorte de gourou. Les employés se battent, l'argent est jeté partout, il y a des lions, des lancers de nains, des fanfares, des relations cessent à la vue de tous. Jordan est heureux de ce style de vie, mais cela ne va pas durer. Le succès de Jordan attire l'attention du FBI. Les autorités soupçonnent du blanchiment, de la fraude, de l'escroquerie et autres petites choses illégales par ailleurs. Jordan tente alors de cacher son argent en Suisse. Mais plus Jordan s'enrichit et perd le contrôle, plus il devient imprudent. Alors que son mariage se détériore, que sa consommation de substances s'aggrave et qu'il tombe toujours plus dans les vices, le FBI avance, et avance si bien qu'il récolte de plus en plus de preuves.
Plusieurs associés de Jordan commencent à coopérer pour limiter la casse dans leur peine. Jordan essaye de se maintenir, mais sa barque prend l'eau. Il divorce, son entreprise ferme, il perd une partie de sa fortune. Finalement, Jordan n'a d'autre choix que de collaborer. Bon, maintenant qu'on a vu l'histoire de Jordan, et les choses graves qu'il a pu commettre aux yeux de la loi, il faut se pencher en détail sur ce qu'il risquerait en France pour les mêmes faits. L'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie qui nécessite la réunion de plusieurs conditions pour infliger une peine à son auteur. D'abord, il y a un élément matériel. Le comportement de l'escroquerie est un acte positif qui trompe la victime, qui peut être l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie, ou encore l'emploi de manœuvres frauduleuses. En l'espèce, Jordan Belfort met en scène une société de courtage prestigieuse pour inciter les clients à investir. Ensuite, le résultat dans l'élément matériel doit être une remise ou un préjudice subi par la victime ou un tiers. Les clients remettent des fonds pour investir dans des actions qui ne valent rien, le résultat est donc atteint. Il doit y avoir un lien de causalité. D'après la jurisprudence, chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 mars 2023 pour les connaisseurs, quel que soit le moyen de l'escroquerie utilisé par l'auteur, il est nécessaire qu'il ait été déterminant dans la remise. Ici, sans manipulation faisant croire aux clients qu'ils ont affaire à une société de courtage prestigieuse, ils n'auraient pas investi. L'élément moral de l'infraction est nécessaire pour la compléter et condamner son auteur. L'escroquerie est ce qu'on appelle un délit intentionnel, ce qui veut dire que son auteur doit avoir commis une faute pénale intentionnelle. C'est-à-dire avoir eu l'intention de commettre cette infraction. Il doit donc y avoir la réunion de ce que l'on appelle un dol général et un dol spécial. Le dol général, c'est la volonté de commettre cet acte et la conscience de porter atteinte à la loi pénale. Le dol spécial touche directement à l'infraction. Il s'agit d'agir en vue de tromper la victime et de la déterminer à remettre quelque chose. A noter que l'élément moral de l'escroquerie s'apprécie au jour des manœuvres. Tout acte de repentir postérieur ne vaut rien. Ici, Jordan Belfort a bien eu la volonté de commettre l'acte, la conscience de l'illégalité et a agi dans l'objectif de recevoir les fonds des victimes. Par conséquent, il encourt pour les faits d'escroquerie une peine de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le blanchiment se décline en deux types d'infractions différentes. L'article 324-1 alinéa 1 du Code pénal réprime le fait d'établir l'existence d'une justification mensongère sur l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit. Autrement dit, quand une personne gagne de l'argent illégalement puis faire croire que cet argent est légal, elle commet un blanchiment. Jordan transfère de l'argent en Suisse, utilise des prête-noms pour transporter l'argent et cherche à dissimuler l'origine des fonds provenant de l'escroquerie. L'auteur de l'infraction doit avoir la conscience et la volonté de justifier mensongèrement l'origine des biens, ce qui est le cas ici. Si la peine est de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende a priori, Jordan ne risque pas seulement la peine du blanchiment simple. Son système cochait pratiquement toutes les circonstances aggravantes prévues par le droit pénal. Une activité habituelle, organisée, réalisée grâce à son activité professionnelle et impliquant plusieurs complices. Juridiquement, on se rapproche donc d'un blanchiment aggravé, passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende pouvant correspondre à la moitié de la valeur des fonds blanchis. Le Code de la santé publique définit les produits stupéfiants comme étant des plantes, substances ou préparations vénéneuses. L'article L3421-1 du Code de la santé publique sanctionne l'usage illicite de stupéfiants d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. En l'espèce, Jordan Belfort fait l'usage de stupes, il encourt donc cette peine. L'article 611-1 du Code pénal sanctionne l'achat d'actes post-it. Lorsque la personne n'est ni vulnérable ni mineure, il s'agit d'une contravention. Ici, il n'y a pas de difficulté. L'élément matériel suppose un comportement, solliciter, accepter ou obtenir en échange d'une rémunération, promesse ou avantage, des relations S. Il n'y a pas besoin de résultat. Une faute contraventionnelle est requise au titre de l'élément moral,
les conditions sont bien remplies, Jordan encourt une peine de 1 500 € d'amende. L'article 222-13 du Code pénal sanctionne les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsqu'elles sont commises notamment sur le conjoint. L'élément matériel est un comportement violent. Un geste suffit. Jordan met un coup à Naomi. Le résultat est l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Naomi a été frappée. Il doit y avoir un lien de causalité dans l'atteinte à l'intégrité physique et le coup. Ici, c'est bien le cas. Il faut un élément moral, donc un dol général, c'est-à-dire la volonté de commettre l'acte et la conscience de porter atteinte à la loi pénale, et un dol indéterminé, c'est-à-dire que l'infraction est constituée même si le résultat n'est pas voulu. Les conditions étant remplies, Jordan encourt la peine prévue. L'article L235-1 du Code de la route sanctionne le fait de conduire un véhicule après une consommation de produits stupéfiants. La peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Ici, Jordan Belfort encourt cette peine. Pour conclure, les peines délictuelles se confondent, c'est-à-dire que Jordan encourt la peine d'emprisonnement la plus élevée de toutes les infractions pour l'ensemble des faits commis. Même raisonnement pour les peines d'amende. En revanche, les peines de contravention s'additionnent. Par conséquent, Jordan Belfort encourt 14 ans d'emprisonnement et une peine d'amende correspondant à plusieurs millions d'euros, correspondant à la moitié des fonds blanchis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre film vous voudriez que j'analyse. Abonnez-vous pour soutenir cette chaîne si vous le souhaitez, mettez un like sous cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.